Bonjour Michel Maffezoli, Bonjour. bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes entre autres sociologue français, auteur, et on peut dire que c'est le philosophe Gilbert Durand qui a marqué votre vie. Il vous a notamment fait entrer dans la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Notamment, on va parler donc de votre dernier ouvrage qui s'appelle « La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» paru fin 2023 chez Dervy Livre, c'est bien ça? Chez Dervy Livre. Dervy, Oui. Dervy. Dervy, on dit, d'accord. En fait, j'aurais énormément de questions à vous poser, mais il va falloir choisir, donc renoncer à quelques-unes. Vous dites notamment que la franc-maçonnerie aurait pour but de redonner un sens à la force du destin et du illo tempore. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, enfin, entre autres. Oui. En ce temps-là, ça veut dire en latin? En ce temps-là, oui, en effet. Oui. Pour les latinistes. Est-ce que vous pourriez développer et dire ce que cela sous-entend? Bon, vous avez signalé, c'est pas comme vous avez dit que j'étais sociologue, en effet, j'ai enseigné pendant 35 ans à la Sorbonne, et j'ai écrit une série de livres sur la vie sociale, tout de même, hein, oui. Sur les mutations qui sont les nôtres actuellement, et c'est, je dirais, cela qui est un peu l'essentiel de mon travail, depuis 4 ou 5 décennies. À côté, ou de surcroît, et la chose n'est pas inintéressante, j'ai eu pour maître Gilbert Durand, qui était à la fois, vous l'avez dit, philosophe, anthropologue, il était professeur de sociologie à la Sorbonne. C'est avec lui que j'ai passé mes 2 thèses, puisque pour les gens de mon âge, on passait 2 thèses, une thèse dite de 3e cycle, et puis la grande thèse d'État, qui était un des prestigieux diplômes de la France. Et c'est lui qui fut, dans les 2 cas, mon directeur, puisque j'avais été nommé assistant à Grenoble. C'est là que je l'ai connu. Et à côté de son travail académique, de fait, Durand était aussi franc-maçon. Voilà. Je viens d'ailleurs pour information publier un de ses livres, qui est un livre assez ancien et qui est paru justement chez Dervy le 11 janvier dernier, sur les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Et à côté, bien sûr, de son travail universitaire, à côté de mon travail universitaire, il m'a inspiré, il m'a suscité, il m'a conseillé de rentrer en franc-maçonnerie. C'était en 1972. Voilà, donc ça fait un certain temps. Et comme vous venez de le signaler, oui, j'ai considéré, à la suite de Gilbert Durand, qu'il pouvait y avoir dans la franc-maçonnerie authentique quelque chose qui favorisait, en effet, qui était un complément, hein, je dirais, de ce qu'est la vie sociale en général, la vie individuelle en particulier, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre davantage l'accent sur un élément que notre modernité a un peu oublié, le matérialisme qui a caractérisé, disons, une conception purement économiciste, un peu une conception assez marxisante de la société, et on avait oublié cette dimension symbolique et spirituelle. Voilà, donc voilà, vous m'avez demandé le point central. Pour moi, il était là, dans la foulée de ce que fut ma jeunesse, dans la foulée des préoccupations intellectuelles qui étaient les miennes. Eh bien, cette dimension ésotérique a été pour moi importante. Hein. Je considère, et puis je m'en arrête là, je considère en effet que toute société, cela a été dit et écrit par des bons esprits, a toujours besoin disons, d'une dimension ésotérique. Alors c'est les pythagoriciens, c'est les mystères d'Éleusis, c'est les Templiers, pas très loin enfin au Moyen Âge, c'est bien sûr aussi les confréries, les premières confréries médiévales, ont pour élément cette dimension ésotérique, c'est-à-dire une connaissance en profondeur. Et c'est quand il y a cette connaissance en profondeur qu'ensuite cela se diffracte et devient exotérique, hein, c'est-à-dire se vulgarise. Le problème actuellement, c'est que la vulgarisation prend le pas sur la dimension de connaissance ésotérique et nous en payons le prix. Mais voilà, vous m'avez posé la première question, elle est là, moi ma réponse, elle est simple, c'était cette appétence, encore une fois, pour une connaissance profonde qui m'a entraîné en franc-maçonnerie. Donc, vous soutenez l'idée que le symbole est indispensable et vital pour nous tous? Ben moi je pense, voyez, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? J'aime beaucoup, là je réponds à quelques amis il y a quelques temps,
quelques minutes, je trouve qu'il est important de revenir aux étymologies. Hein, c'est ce qui nous aide à penser. Et le mot symbolé, symbole, ça veut dire en grec, c'est avec, hein, c'est-à-dire être porté avec, hein, rentrer en connexion, en correspondance avec. Et donc oui, moi je considère qu'on avait à bien des égards oublié, où ça avait été marginalisé, cette dimension symbolique. J'ai bien dit tout à l'heure, hein, puisque, encore une fois, ce qui a prévalu dans ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, ce qui s'inaugure au XVIIe siècle, ce qui se conforte au XVIIIe siècle, ce qui se systématise au XIXe siècle, et par après, le XXe siècle ne fait, si je le dis un peu vulgairement, que bouffer le capital. Il n'a rien inventé, il n'a fait que suivre cela. Dans cette perspective moderne, ce qu'on appelle les temps modernes, eh bien, la dimension qui avait prévalu dans la foulée de la philosophie des Lumières, c'est une dimension purement et simplement rationaliste. C'est-à-dire mettant l'accent simplement sur une raison souveraine. Bon, moi je ne nie pas la raison, loin de là. Mais je montre qu'à côté de la raison, il y a l'essence, il y a en effet la dimension de l'âme, de l'esprit. Voilà. Et on avait oublié cela. De mon point de vue, d'ailleurs, peut-être en parlerons-nous, il me paraît que cette dimension symbolique est en train de revenir, mais de mon point de vue, voilà, je mets l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, dans beaucoup de mes livres, outre celui que vous venez d'indiquer, nombre de mes livres sur la nostalgie du sacré, sur la parole du silence que j'ai publié ces dernières années, rappellent que le symbole, le symbolisme, être relié avec l'autre, est une structure anthropologique, c'est-à-dire quelque chose de véritablement important. On l'avait oublié, ou en tout cas relativisé. À mon avis, c'est en train de revenir. En tout cas, mon travail s'emploie à en faire ressortir l'importance. Vous dites également que la franc-maçonnerie, c'est une société initiatique. Qu'est-ce qu'un ordre gnoséologique? Un ordre gnoséologique. Ah ben le mot que j'ai employé, enfin voilà un mot un peu savant. Il faut aussi employer des mots savants et puis les expliquer. Hein. Moi dans mes livres j'explique toujours les termes que j'emploie. C'est tout simplement quelque chose qui met l'accent sur la connaissance. La gnose, dans son sens fort, c'est cette connaissance dans sa dimension, comment dire cela, que j'ai dit ésotérique, c'est-à-dire tout simplement profond. Hein. Soyons clairs, hein. Moi je considère qu'il y a ces deux aspects. Hein. J'ai bien dit quelque chose qui est de la connaissance profonde et puis de la vulgarisation. Il faut le faire passer, si vous voulez. Quand on écrit des livres, d'ailleurs, on s'emploie à faire passer, hein, à rendre accessible ces dimensions ésotérique ou gnostique. Oui, alors je crois que la maçonnerie s'inscrit dans cette perspective-là, en effet. Vous avez compris ce que j'ai dit, à la suite de toute une série d'autres. J'en ai cité 3 ou 4, il y en a bien plus, si vous voulez. Hein. Et quand on regarde d'ailleurs, moi je suis en train de lire encore des ouvrages sur le 19e siècle, c'est époustouflant de voir comment, d'une certaine manière, il y avait des quantités de petits groupes, si vous voulez, qui s'employaient hein, à réfléchir sur cette dimension de l'illuminisme, par exemple. Hein, puisqu'on a cité en son début Gilbert Durand, qui m'a fait connaître et apprécier Joseph de Maistre. Pour ceux qui connaissent les soirées de Saint-Pétersbourg, qui est un monument en français, eh bien, il analyse et à bien des égards, à plusieurs titres, revient sur ce qui a été cet illuminisme. Voilà, c'est ça, la gnose, c'est la connaissance profonde, tout simplement. Alors, soyons clairs quand même, hein, j'aimerais préciser, puisque vous faites référence à ce livre, La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? Préalablement à celui-ci, j'en avais fait un qui est paru au mois d'août dernier, 2023, où je critiquais justement une franc-maçonnerie dévoyée, c'est-à-dire le Grand Orient, qu'on considère en France comme étant la maçonnerie, l'obédience. L'obédience, ça veut dire la confédération la plus importante. Et cette franc-maçonnerie du Grand Orient a oublié à bien des égards cette dimension symbolique, spirituelle, est devenu d'une certaine manière uniquement un petit club politiste ou de syndicalistes. Voilà. Alors, vous voyez, il ne faut pas oublier qu'il y a en franc-maçonnerie diverses tendances. Cette tendance du Grand Orient, pour moi, est une voie substituée, hein, c'est-à-dire qu'elle a perdu, elle a oublié le cœur battant
de cette recherche profonde dont on parle, mais par contre, il me paraît qu'il y a bien d'autres endroits. Moi, c'est quotidien. Hier soir, j'étais encore avec un groupe de francs-maçons qui, eux, gardent cette dimension symbolique qui est, à mon avis, importante. Donc vous faites référence aux clubistes du Grand Orient, comme les appelle Bruno Etienne? Oui, oui. Moi-même, j'ai employé cette expression, mais vous avez raison de le rappeler. C'est Bruno Etienne qui, d'ailleurs, je le cite dans mon livre La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde, qui déjà, depuis fort longtemps, avait montré qu'il y avait cette dimension un peu de club politiste. Hein, et Bruno Etienne était un ami proche, on se voyait souvent, et on a pendant longtemps essayé justement de lutter au sein même du Grand Orient contre cette dimension purement clubiste, hein, pour utiliser ce mot de Bruno Etienne. Moi-même, dans mon pamphlet, j'avais montré que cela avait totalement envahi le Grand Orient. Voilà. Mais par contre, et c'est en ce sens que quelques mois après, j'ai fait ce livre, La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde? C'est-à-dire que il me semble qu'encore existe, et d'une manière non négligeable, hein, une franc-maçonnerie en France qui reste dans cette vieille tradition, dans ce qui est encore une fois ce vieil enracinement, hein, qui était celui d'une recherche spirituelle, symboliste ou culturelle, peu importe les termes qu'on peut employer. Vous aimez associer savoir et plaisir d'être, ou libido et corporéisme spirituel. Qu'est-ce que vous entendez par corporéisme spirituel? Bon, c'est amusant parce que c'est justement ce sur quoi je suis en train de réécrire actuellement, et ce matin même. Oui, l'importance, vous voyez, comment dire ça, de la libido, hein, ou plus exactement, rendre attentif au fait que, à l'encontre de ce qui fut la caractéristique de la modernité, où il y a eu une coupure, le corps, l'esprit, le matériel, le spirituel, hein, la nature et la culture, etc. Ça, c'était la grande idée de la coupure. Hein. Je rappelle que Hegel, le grand concept hegelien, c'était que la coupure. Freud parlait de la Spaltung, la coupure, vous voyez, et c'était la grande spécificité de la modernité qui avait dissocié, dichotomisé. Là encore, une expression que j'emprunte à mon maître Gilbert Durand. Alors moi, à l'opposé de cela, je montre que la complétude, l'entièreté de l'être, si on le dit au travers d'un terme un peu plus savant, la dimension holistique. En grec, holos, c'est la globalité. Et que cette dimension holistique montre qu'il y a une connexion, une interaction entre le corps et l'esprit. Alors c'est en ce sens que cet oxymore que j'ai proposé, ce corporisme spirituel ou matérialisme mystique, enfin peu importe, vous voyez, quand on fait la conjonction de choses que l'on avait séparées. Or, il me paraît que l'humanisme intégral, hein, l'humain dans sa totalité, eh bien justement, c'est à la fois l'esprit et le corps. Voilà. Vous voyez, je travaille beaucoup et je suis inspiré depuis de longues années, puisque ce fut mon premier article en 1966 sur saint Thomas d'Aquin, par ce philosophe et ce théologien du XIIIe siècle. Et s'inspirant d'Aristote, saint Thomas a cette formule, vous voyez, nihiles in intellectu, quod non fuit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà. Et c'est cette conjonction. Alors, je viens de citer cette très belle phrase de saint Thomas d'Aquin, mais en gros, moi, tout mon travail de longue date, c'est de montrer qu'au-delà de la séparation, au-delà de la coupure, il y a une conjonction. Et que c'est cette coïncidence des choses opposées qui est en train de renaître et qui, pour moi, est en train de constituer, à bien des égards, la postmodernité. Contrairement à certains philosophes de Platon, vous décrivez le vrai philosophe comme un esprit libre de tout préjugé. Y a-t-il encore aujourd'hui des vrais philosophes? Bon, disons qu'on est, comment expliquer cela? On est dans un moment de détresse théorique. J'entends par là que mon hypothèse de base, enfin ce sur quoi j'ai dit, j'ai redit, vous savez, on revient très souvent sur une idée de base, moi c'est de dire que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on se rend compte qu'il y a des époques. En grec, le mot époque, ça signifie parenthèse. Donc,
pour moi, est en train de se fermer la parenthèse moderne. J'ai dit tout à l'heure qu'il commence au XVIIe, qui s'achève à la moitié du XXe siècle. Donc cette époque qui a été dominante et où, moi j'ai pas envie de cracher dans la soupe, où de belles et de grandes valeurs furent mis en jeu, est en train de s'achever. Quelque chose d'autre est en train de renaître. Une autre époque que certains, je suis de ceux-là, appellent tout simplement la post-modernité, ce qui arrive après cette époque moderne. Une époque, ça dure 3-4 siècles. Entre des époques, soyons précis d'un point de vue sémantique, il y a des périodes. Une période dure quelques décennies, c'est ce que nous vivons. Et dans ces périodes, comment dire cela, on pressent ce qui est en train de s'achever et on ne fait que balbutier sur ce qui est en train de naître. Et d'une certaine manière, les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, politiques, journalistes, maintenant on dit experts, on dit plus intellectuels, experts de tout genre, continuent à rester et à seriner les grandes valeurs modernes. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Vous voyez, on a des mots comme ça qui sont comme autant, si je puis le dire ainsi, des incantations. On chante sans être vraiment convaincu de ce qu'on dit. Et du coup, ça donne ce que j'ai appelé il y a un instant cette détresse théorique. Alors sur les plateaux, mais pas que. On voit un peu partout, si vous voulez, quelque chose qui fait que d'une certaine manière, les discours deviennent de rien du tout. Moi, si je le dis de manière un peu humoristique, cette belle phrase de Raymond DeVos, qui est un bon théoricien, disait « Quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Voilà. Et d'une certaine manière, c'est un peu cette inanité globale qui tente à dominer. Donc, ma réponse est de vous dire, il y a très peu de pensée libre. Voilà. En même temps, il faut tâcher d'en être. Moi, pour ma part, j'ai toujours été un peu un rebelle par rapport je dirais au conformisme logique, comme dirait Durkheim, rebelle à la bien-pensance sous ses diverses modulations, mais j'ai essayé de savoir poser des questions. Je suis pas le seul, mais en tout cas, Internet aidant, je dirais qu'au-delà des médias mainstream, ce que j'appelle moi la médiocrité de la médiacratie, au-delà de cette médiocrité de la médiacratie, il y a toute une série de discussions que l'on peut établir avec, encore une fois, des esprits libres. Voilà. Et donc, d'une part, il faut reconnaître qu'il y a cette espèce de conformisme développé, la bien-pensance sous ses diverses modulations. En même temps, soyons attentifs au fait que, peut-être hors des plateaux, si on reprend l'expression que vous avez dite, mais uniquement sur les réseaux sociaux, dans les discussions, dans ce que j'appelle moi la société officieuse, pas la société officielle, mais dans la société officielle, il y a des vrais débats qui se posent et des discussions qui, indéniablement, je dirais, sont en train de créer une alternative à ce que fut le rationalisme moderne. J'appelle cela, moi, la raison sensible. C'est-à-dire la conjonction à la fois de cette capacité qui est la nôtre de penser et de le faire à partir du corps, à partir, encore une fois, de la dimension très concrète de la vie quotidienne. Décadence, wokisme et cancel culture illustrent certainement cette transition et l'incarnent au mieux. Au chaos succédera un ordre nouveau, donc on rejoint cette devise chère aux francs-maçons qui est Ordo ab chaos. Donc c'est éternel. Oui, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a parlé 2 ou 3 fois de Gilbert Durand, qui justement parle toujours des structures anthropologiques, ou s'inspirant de Jung, des archétypes. Voilà. Alors, dans cette perspective-là, oui, une de ces structures, c'est celle que vous venez de rappeler, qui n'est pas que franc-maçonne, Ordo ab chaos, c'est-à-dire que c'est à partir du chaos que naît, à bien des égards, l'ordre. Et quand on regarde sur la longue durée, on voit que chaque fois, sur 2000 ans de temps, disons, puisqu'on ne peut pas aller plus avant avec certitude, mais on voit bien que quand il y a eu des décadences, le mot, rappelons-nous ce qu'il veut dire, décadar, et ce qui tombe, quand il y a des décadences, c'est toujours suivi d'une renaissance. C'est également mon hypothèse. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est cette période intermédiaire dont je viens de parler. C'est quelque chose qui fait que pendant quelques décennies, eh bien, il y a de diverses manières du désordre, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs qui sont officielles,
mais il y a en même temps l'élaboration de valeurs officieuses. Moi, je dois vous avouer que je suis maintenant professeur émérite en Sorbonne, c'est-à-dire tout simplement à la retraite, donc je ne fais plus d'enseignement, mais je reçois des quantités de jeunes qui viennent me voir parce qu'ils ont lu tel ou tel de mes livres, ma porte est ouverte et chaque semaine, il y a ici même d'ailleurs des discussions avec des jeunes philosophes, sociologues, juristes, etc., sous leurs diverses modulations, et je suis fasciné pour tout vous avouer. Je suis fasciné par ce qu'ils représentent, la vitalité et le vitalisme qui est le leur. Et ces jeunes gens, ces jeunes générations sont en train véritablement, de mon point de vue, de créer un nouvel ordre. Voilà. Alors, il y a du désordre, dominant, si je puis dire. Il y a une violence qui se répand, exacerbée de diverses manières. Et en même temps, il y a ces espèces de poches de résistance qui, de mon point de vue, ce que j'appelle, j'ai dit tout à l'heure, la société officieuse, et qui sont en train véritablement de créer une alternative, encore une fois, à ce désordre. Et donc, comme cela, puisque reprenons ce que je disais, il s'agit là d'une structure anthropologique, il y a un chaos qui est gros d'un ordre à venir. Et à bien des égards, moi j'ai toute une série, dans nombre de mes livres, pas uniquement celui dont on parle, mais nombre de mes livres, j'essaie de repérer, dans le sens fort du terme, ces indices. Index, ça veut dire ce qui pointe. Ces indices qui montrent qu'il y a un vrai vitalisme, une vraie vitalité, mais que la presse officielle, le discours officiel, tente à minoriser, à considérer comme étant de peu d'importance, alors qu'il suffit en quelque sorte de traîner dans les rues pour se rendre compte que cette vitalité est là. Pour moi, c'est un peu l'objet de mon travail sur la longue durée. Le capitalisme est-il la cause du désenchantement du monde, comme l'affirme Max Weber ? Alors, capitalisme, disons que non. Max Weber, dans un livre fameux qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, montre qu'il y a une césure qui va se faire avec la réforme protestante. C'est-à-dire que ce qui était, si on le dit en latin, la tunica inconsultili, c'est-à-dire la tunique sans couture du Christ, qui était le symbole en quelque sorte de quelque chose qui faisait qu'il y avait une unité, par exemple l'unité européenne, ça c'est clair, et qu'avec la réforme protestante, et c'est ce qu'analyse Max Weber, il y a en quelque sorte cette coupure, d'une certaine manière, et que c'est cette coupure qui va engendrer le désenchantement du monde. C'est-à-dire, il montre comment, à partir de la réforme protestante, il y a une rationalisation, une généralisation de la raison qui va être mise en avant, et que, du coup, cela va évacuer ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire la dimension symbolique, l'importance du spirituel sous ses diverses modulations. Donc, soyons clairs, c'est pas uniquement le capitalisme qui aboutit au désenchantement du monde. C'est une conception moderne, moi je préfère dire moderne, où il y a le socialisme et le capitalisme. C'est-à-dire quelque chose, une manière de mettre l'accent uniquement sur la dimension économiciste du monde. Vous voyez, intéressant de voir que les seuls débats, tout parti confondus actuellement, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation. Bon, moi je ne dis pas, je considère bien sûr qu'il faut pouvoir manger, mais qu'on ne se nourrit pas uniquement ce qui rentre dans le ventre, qu'il faut aussi se nourrir l'esprit à bien des égards. Et donc il se trouve que l'analyse de Weber était juste, c'est-à-dire que, mais c'était une analyse, je me fais bien comprendre, pas simplement du capitalisme, c'est-à-dire de la modernité, sous ses formes capitalistes ou socialistes. Kiff-kiff, entre les deux, il y avait une forte ressemblance sur les dimensions économicistes. C'est ce qui a engendré ce fameux désenchantement du monde. Voilà. En même temps, moi j'insiste, et là aussi, c'est un de mes dadas théoriques, et d'ailleurs le titre d'un de mes livres s'appelle le réenchantement du monde, vous voyez, où j'essaie de prendre le contre-pied de ce désenchantement, et en montrant qu'il y a des quantités, encore une fois restons sur ce mot, d'indices, de pratiques quotidiennes
qui montre bien en particulier, mais pas que, mais en particulier ces jeunes générations, que d'une certaine manière, bien, il y a un retour du spirituel. Hein. Prenons les exemples qui vont se dérouler dans quelques semaines, le pèlerinage à Chartres de ces jeunes, par exemple. Vous voyez qu'ils ils sont en train d'arrêter même les inscriptions, puisque techniquement c'est difficile. La multiplication des pèlerinages sous leurs diverses formes, le fait que les monastères se remplissent de plus en plus, dedans et allant faire des retraites, le fait que bien sûr, il y a une déchristianisation croissante, mais en même temps, moi je vois dans mon quartier, et d'une manière assez générale, on le dit dans beaucoup de villes, le développement du traditionnalisme, hein, des messes traditionnelles. Vous voyez, tout cela montre que, alors peut-être j'exagère, mais qu'il y a un réenchantement du monde qui est en jeu. Voilà, un peu mon hypothèse de fond, hein, un retour de la dimension sacrale que l'on avait oublié et qui retrouve là une force et vigueur indéniable. Et en même temps, comme on dit aujourd'hui, vous écrivez qu'on vit actuellement une période de dégénérescence des lois et une théatrocratie. Oui, je me suis employé à parler de cette théatrocratie. Comment expliquer cela? C'est pas dégénérescence des lois, je dirais une dégénérescence de ce qui est ce qui était la démocratie. Hein, c'est-à-dire, dans le sens étymologique du terme, le pouvoir du peuple, hein, disons la société dans son ensemble, comment cette démocratie s'est élaborée tout au long, bien sûr, dans les cités grecques, mais là, plus récemment, tout au long du XIXe siècle, etc. Et que, ben voilà, c'est un peu la fin de la modernité, quelque chose a bien marché, ça ne marche plus. Vous voyez, soyons précis. Intéressant de voir comment en France, et pas que d'ailleurs, à quelque élection que ce soit, il y a 50% d'abstention. Il y a ce qu'on n'ose pas dire, moi quand je peux en parler comme ça dans divers entretiens, je le rappelle, les non-inscrits sur les listes électorales, 3 ou 4 millions de Français non-inscrits. Additionner l'abstentionnisme, la non-inscription, les votes blancs, les votes nuls, voilà quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cette représentation, hein, dans le sens simple du terme, qui était l'avantage en quelque sorte de la démocratie, voilà. Et que, alors, c'est à partir de là que je dis, quand il y a ça, il y a, et j'utilise ici une expression de Platon dans la République, la théatrocratie. La théatrocratie, c'est-à-dire très précisément le fait qu'on fait du théâtre. Hein, ça ne renvoie pas à quelque chose qui est réel. Or, il est frappant de voir que, encore une fois, quelque tendances politiques que ce soit, il y a cette théatrocratie, hein, une théâtralisation. Alors, bien sûr, c'est Platon, mais plus récemment, je considère que malheureusement plus personne ne lit trop ces livres, mais les livres de mon ami Jean Baudrillard sur le simulacre, c'était exactement ça. Moi, j'étais j'ai connu et il m'a bien initié Guy Ernest Debord, par exemple, quand il a parlé ce livre fameux qui s'appelle La Société du spectacle. Voilà. Et on voit bien que de Platon à Debord, en passant par Baudrillard, sans oublier Pascal, hein, quand il parle du divertissement. Hein, il y a toujours des penseurs qui nous aident qui rendent attentifs au fait que, au-delà, restons sur le mot de Pascal, au-delà de ce divertissement, il faut revenir aux choses sérieuses. Voilà. Et donc, quand j'ai parlé de théatrocratie, ou plus exactement quand j'ai repris le terme de Platon pour dire ce qui est en jeu actuellement, ben c'est de voir comment on va pas. Je l'ai même écrit dans un livre concernant le président de la République actuelle, mais pas que, si vous voulez. Il suffit de voir comment tous ceux qui ont un peu de pouvoir, hein, les ministres sous leurs diverses modulations, les députés, les gens qui se donnent en spectacle en quelque sorte, hein, eh bien, n'abordent pas le fond des problèmes, ne savent pas penser la transmutation que l'on est en train de vivre. Hein, encore une fois, de la modernité à la post-modernité. Il y a là une transmutation épocale, si on le dit en des termes un peu soutenus. Et plus préoccupés de théâtraliser le politique, ils oublient de penser en profondeur cela. Voilà ce que j'appelle la théatrocratie. Et de fait, et malheureusement, c'est un phénomène qui s'est généralisé. Voilà. Mais en même temps, hein, soyons clairs, par rapport à ce que je dis toujours, on a cette période-là, hein, intermédiaire,
En même temps, il faut repérer qu'au-delà de cette théâtrocratie, au-delà de ce divertissement généralisé dans la société officielle, il y a toute une série d'éléments qui montrent bien que quelque chose de nouveau est en train de naître à nouveau. Quelque chose de nouveau revient, pas à nouveau, est en train de revenir, mais enraciné, encore une fois, dans les vieilles structures anthropologiques, si je le dis, à la manière de Gilbert Durand. Cette société initiatique n'a donc plus de pouvoir en politique? Ah, alors, là, vous faites référence à la franc-maçonnerie. Oui, la franc-maçonnerie, absolument. Uniquement la franc-maçonnerie. Disons que il fut un temps où restons sur la distinction qui existe entre le Grand Orient, qui est une obédience, et puis les autres obédiences qui sont plus symboliques, plus spirituelles. Il fut un temps où le Grand Orient, qui se prétendait l'obédience la plus importante maçonnique en France, a agi. C'est tout simplement la Troisième République. C'est, je dirais, moi, jusqu'aux années 50 du siècle dernier, où elle avait cette maçonnerie plus préoccupée de politique, a eu de l'influence. Et on savait qu'il y avait tant de ministres, tant de députés, francs-maçons, etc. Voilà. Moi, il me paraît que cela est en train de s'amenuiser. J'ai pas envie, je suis pas capable et je n'ai aucune compétence pour donner des chiffres, mais on le sait, il y a peu de députés francs-maçons. Quant aux ministres, je ne sais pas s'il y en a peut-être. Enfin, il y a des fantasmes toujours là-dessus. Ce qui est certain, c'est que il n'y a plus cette influence de la franc-maçonnerie politiste, c'est-à-dire le Grand Orient. Par contre, il peut y avoir une influence de la franc-maçonnerie en général, traditionnelle, la franc-maçonnerie authentique, mais qui n'aura pas une influence pour élaborer des lois ou les susciter, mais au contraire qui va avoir une influence, soyons clairs, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus spirituelle, qui est le rôle, c'est ce que je dis depuis le début de cet entretien, qui est le rôle de toutes les dimensions ésotériques, c'est-à-dire approfondissement, gnostique, c'est-à-dire on approfondit un certain nombre de choses. Donc il se trouve qu'encore, moi je connais des quantités de rassemblements, de loges, d'obédience qui gardent cette dimension symbolique. Alors là, il peut y avoir une influence, mais soyons clairs, pas une influence politique, pas une influence économique, simplement. Voilà, donc ce qui était l'influence politique a fait son temps, de mon point de vue. Ça ne marche plus. Par contre, il y a, d'une manière souterraine, le fait de revenir, par exemple, un élément que j'ai dit tout à l'heure, au sacré, qui revient à bien des égards à s'accorder à l'existence, à avoir cette dimension complète. Moi, le mot que j'aime bien, c'est la complétude, quelque chose, ou l'entièreté, peu importe le terme, mais en fait qui renvoie à cette dimension, disons-le simplement, purement symbolique. Pour évacuer ou non une idée assez répandue, la franc-maçonnerie et les rites sataniques, fantasme ou réalité? Alors là, moi j'ai été 50 ans durant, puisque j'ai été initié en 72, j'ai jamais vu, jamais entendu cette référence au satanisme. Voilà. Jamais. Voilà, je ne peux pas être plus précis et plus clair. Alors cela dit, régulièrement, c'est un fantasme qui revient, soyons clairs. Et dès le moment où on en parle, il n'y a pas lieu de l'évacuer, c'est ainsi. Moi, je pense que c'est parce que il y a justement en franc-maçonnerie cette dimension discrète, secrète, cachée. Qui date de quand d'ailleurs? C'est toutes les sociétés, comment expliquer cela, si on reste sur mon idée des sociétés ésotériques, considèrent que le savoir n'est pas fait pour ne pas être diffusé à tous. Il y a, soyons clairs, ce qui contrevient à la conception égalitariste un peu de la modernité, il y a une dimension élitiste. Et personnellement, moi, je suis convaincu de l'importance de cet élitisme, du fait que il n'y a pas lieu de diffuser à tout le monde toutes les informations. Voilà. Mais c'est ça la discrétion. Le savoir est un pouvoir. Le savoir est une puissance, pas un pouvoir. Moi, je fais une grande distinction entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est institué, c'est ce qui s'impose. La puissance, c'est ce qui vient du bas, c'est ce qui fait autorité. L'autorité, c'est ce qui fait croître.
Hein. Un bon auteur, hein, c'est celui qui fait croître vos idées. Hein. Un bon auteur d'un bon livre, c'est celui qui fait croître vos idées. C'est ça l'autorité. Donc, il y a de toute façon, dans toute société, encore une fois, c'est cette dimension ésotérique, je dis depuis le début 2 ou 3 fois. Et à ce moment-là, il y a une discrétion. N'ayons pas peur du mot, même moi je préfère le mot discrétion au mot secret, hein, discret plutôt que secret, mais enfin peu importe. Alors c'est parce qu'il y a cela qu'il y a ce fantasme sataniste hein, que vous venez d'évoquer. Moi je vous le dis avec grande simplicité, je n'ai jamais entendu, vu quoi que ce soit de cet ordre. J'ai dit bien vu, certainement, mais entendu. Mais vous voyez, donc ce pour dire que là-dessus, je serai assez péremptoire. Mais il n'en reste pas moins que, voilà, à cause de ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire cette espèce de discrétion, eh bien, on va attribuer à la franc-maçonnerie des éléments qui ne sont pas du tout de son domaine. Je ne dis pas que n'existe pas, à bien des égards et dans d'autres domaines, mais pas, à mon avis, en maçonnerie. Cette société qui réfléchit travaille éternellement sur le perpétuel paradoxe qui est l'être humain. C'est un des sujets centraux. Ben, oui, il me semble. Enfin, l'être humain, vous voyez le terme que j'ai employé tout à l'heure, penser l'être humain dans sa complétude. Hein, je l'ai évoqué il y a un instant, hein, c'est-à-dire, encore vous l'avez souligné, le corps et l'esprit. Hein. Moi, l'image, une figure de rhétorique qui pour moi est importante, c'est l'oxymore. Hein. L'oxymore, c'est l'obscure-clarté. On apprenait ça quand j'étais jeune. Ça a été vulgarisé actuellement politiquement par le « en même temps ». Pour moi, l'oxymore est plus riche que le « en même temps ». Voilà. Mais enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vulgarisées ces derniers temps. Mais l'oxymore, justement, c'est encore une fois le fait qu'à bien des égards, on va penser l'homme en sa totalité. Alors, c'est ça, finalement, si vous voulez, l'être humain. Quand vous dites l'être humain, c'est finalement, encore une fois, quelque chose qui n'est pas réductible à la simple raison, j'ai dit tout à l'heure, mais qui doit être pensé dans sa complétude. Et c'est cela dont est préoccupée, en effet, la franc-maçonnerie authentique, la franc-maçonnerie traditionnelle, donc qui est préoccupée de cet être humain. Voilà, donc ça me paraît être une des préoccupations, je dirais, constantes et de longue durée. Hein, j'ai dit toute une série de sociétés qui, dès l'Antiquité, s'intéressaient à cela. Et il se trouve qu'actuellement, la maçonnerie traditionnelle et authentique, hein, pas le Grand Orient, mais les autres formes de maçonnerie, elles pensent cet être humain dans leur totalité. On appelle cela, c'est pas de moi d'ailleurs cette expression, elle est d'un philosophe qu'on n'étudie plus beaucoup actuellement, qui est Jacques Maritain, et qui parlait de l'humanisme intégral. L'humanisme intégral, c'était justement d'accorder ce que j'ai dit il y a un instant, hein, le corps et l'esprit, de diverses manières. Et cet être humain, comment dire cela, c'est l'animal humain. Mais, vous voyez, la phrase, je crois, est de Heidegger. Il montre que c'est quand on n'accepte pas l'animalité qu'on aboutit à la bestialité. Hein, la bestialité, et on a vu au siècle dernier, et à bien des égards ça peut renaître actuellement, toute une série d'éléments de la bestialité. Mais c'est parce que justement, on avait mis l'accent uniquement sur la simple raison. Alors que, encore une fois, il y a lieu d'utiliser l'ombre et la lumière. Un homme sans ombre, c'est un zombie. Hein, ça n'existe pas. Et penser rendre attentif à cette dimension de l'intégralité, c'est ça, l'être humain, puisque c'est l'expression que vous avez employée, l'être humain. Eh bien, c'est penser, encore une fois, cette intégralité, accepter son animalité, penser à la raison, et c'est ce qui aboutit à cette grande perspective qui, pour moi, n'est pas inintéressante, de raison sensible. Vous luttez donc contre le misonéisme. Oui, c'est un terme un peu savant pour dire, encore une fois, ce qui revient. Exactement. Voilà. Pour les raisons que j'ai dites il y a un instant, c'est-à-dire que ces élites en perdition,
en déshérence. J'ai bien dit, pour moi, élite, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. J'ai écrit d'ailleurs en relation avec Hélène Stroll un livre qui s'appelle La faillite des élites. Où, dans La faillite des élites, je montre bien comment, comme cela arrive régulièrement, une élite qui a le pouvoir n'est plus en congruence. Voilà. Et ces élites qui sont totalement déconnectées du réel, continuent à rester sur les vieilles valeurs qui se sont élaborées au XVIIIe et au XIXe. C'est ça, un peu là. Et alors, du coup, elles ont peur de ce qui arrive à nouveau. C'est ça, Niséolim, c'est-à-dire ce qui arrive à nouveau, ce qui refait surface, si je puis dire. Pour dire bref, une de mes idées de base de longue durée, c'était le titre dans la dimension universitaire d'une de mes thèses, c'est l'enracinement dynamique. C'est-à-dire comment, dans le fond, il y a retour à des racines, et que la plante humaine, tout d'un coup, se souvient qu'elle a besoin de racines pour croître, tout simplement, et que c'est parce qu'il y a cet enracinement qu'il y a de la dynamique, du dynamisme. Voilà. Et c'est ça qui est nouveau. Mais le terme plus exact, c'est renouveau, le renouvellement de quelque chose de fort ancien. Et pour moi, un des éléments que je développe d'ailleurs dans ce livre sur la franc-maçonnerie, c'est que c'est dans le fond le retour de la tradition. Restons sur l'étymologie. Tradar, et ça veut dire on transporte ce qui a été donné. On le transfère, on le transmet. Et c'est ça la vraie tradition. Et de mon point de vue, oui, il y a cette dimension traditionnelle qui est là et qui est indéniable. Voilà. Pour finir, vous êtes en train d'écrire un livre qui vous tient à cœur. Quel est-il ? Oui, bon, vu mon âge, puisque je vais fêter dans quelques semaines mon quatrième, j'aurai 80 ans. Donc, il m'a paru important, et l'éditeur me l'a demandé, de faire un livre, alors j'ose pas dire biographie, mais qui sera une bibliographie, exactement. Vous voyez, c'est-à-dire que j'essaierai de montrer comment, depuis mon premier poste, à 30 ans, jusqu'à la fin de ma carrière en Sorbonne, j'ai rencontré toute une série de gens. J'ai eu l'avantage d'être nommé à Sorbonne, à la chaire de Durkheim, à 37 ans. J'étais un jeune professeur, et du coup, j'étais en contact. Alors, je décris cela, c'est-à-dire, j'étais en contact avec, j'en sais rien, moi, Lévi-Strauss, j'étais en contact avec Sartre, j'étais en contact avec toute une série, avec Palandier, bien sûr, Gilbert Durand, Julien Freund, qui furent à bien des égards mes maîtres. Et donc, dans ce livre, je raconte ces rencontres, et comment ce sont ces rencontres qui ont induit tel ou tel de mes livres. C'est-à-dire qu'en bref, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à partir de discussions que j'ai pu avoir avec ces grands noms. Et j'ai eu cette chance de rencontrer tous ces gens-là. Et c'est à partir de là, disons-le, et d'ailleurs qu'on fait une œuvre. Il y a une phrase que je cite souvent, on ne rappelle pas quelle année l'auteur de Bertrand de Chartres, qui est, on est hissé sur les épaules des géants. On est des nains hissés sur les épaules des géants, et c'est à partir de là qu'on voit un peu plus loin, si je puis dire. Voilà. Et pour ma part, c'est un peu, enfin même tout à fait, pas pour ma part, tout à fait, c'est un peu ce que j'ai fait, et c'est ce sur quoi je suis en train d'écrire actuellement, en effet, comment tout à la fois ces rencontres ont suscité une réflexion, et en même temps m'ont permis d'élaborer tel ou tel livre. Au début de mes études à Lyon, par exemple, je rencontre Gilles Deleuze, qui est un philosophe qui pour moi est un philosophe important, et que c'est à partir de ses travaux, des cours que j'ai suivis, en la matière sur Bergson ou sur Nietzsche, que j'ai pu pour ma part élaborer toute une série, après mes livres, que ce soit mes livres sur Dionysos, que ce soit mes livres sur la violence, que ce soit mes livres sur le sacré, etc. C'est à partir, alors je viens de citer Deleuze, mais il n'y a pas que, si vous voulez, il y a des quantités de philosophes et de sociologues ou d'anthropologues qui ont pour moi été importants, et c'est ce que j'écris dans ce livre qui sera une espèce d'apologie, montrant que au-delà des critiques qui m'ont été faites, eh bien, il me paraît que j'ai essayé d'apporter, enraciner
chez ces auteurs de première importance, apporter quelque chose qui pouvait nous aider à comprendre ce qui est en jeu, la mutation qui est en jeu actuellement. Très bien. Je vous remercie infiniment et j'invite tous les spectateurs à aller acheter rapidement La franc-maçonnerie. Peut-elle réenchanter le monde pour apprendre beaucoup de choses et notamment les racines étymologiques de la langue française qui sont précieuses. Je pense qu'il est important de revenir dans le sens simple du terme, les racines. Cet enracinement qu'ils nous font, et qu'à bien des égards, la langue française est en train de perdre un peu le souvenir des racines grecques, des racines latines. Moi, j'ai eu une formation de grec et de latin, et je sais que c'est cette formation-là et cet enracinement qui m'aide à penser. Voilà. Merci infiniment, Michel Maffezoli. Merci beaucoup.